Alors, nous allons passer au quatrième exposé, celui de Diane Lamoureux, collègue de l'Université Laval, politologue, spécialiste de la philosophie politique et du féminisme et des mouvements sociaux. Elle est aussi l'auteur de 2 ouvrages qui ont tout à voir avec l'exposé qu'elle fera et l'atelier d'aujourd'hui. Un qui est L'amère patrie, entendre la patrie amère, publié en 2001 aux éditions du Revue Ménage, et un deuxième qu'elle a co-dirigé, du tricoté serré au métissé serré. Voilà. Merci Francine. Et je voudrais, comme tout le monde, te remercier d'avoir organisé cet atelier qui m'a permis d'avoir des souvenirs de jeunesse avec Jean Jonassin, mais qui m'a permis aussi de voir que on était plusieurs dans les milieux francophones à partager un malaise sur cette idée du post-colonial. Moi, je dois dire que au point de départ, je voulais travailler la question du post-colonial par rapport au féminisme, uniquement par rapport au féminisme québécois, ce qui m'aurait au moins permis d'être plus précise. Là, je vais le faire sous un angle un peu plus théorique. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que le féminisme québécois était né partiellement postcolonial, que les lectures du féminisme québécois des années 70, c'était bien sûr Simone de Beauvoir, Shulamit Firestone ou Kate Millett, mais c'était aussi Fanon, Mamie, et donc ce qui nous est revenu depuis par le biais de la théorie postcoloniale, mais qui étaient les choses élémentaires qu'il fallait lire d'une certaine façon. Et il me semble qu'il y a quand même un paradoxe, parce que le féminisme québécois aujourd'hui aurait de la difficulté à définir qui est le groupe colonisé du post-colonial, d'une certaine façon. Et c'est quelque chose qui m'est revenu assez brutalement l'année dernière quand je dirigeais un numéro de revue. Une de mes amies et collègues qui est à l'université Concordia m'arrive avec un texte écrit bien sûr en français, mais où Fanon était cité en anglais, ce qui m'a profondément choquée. Ça m'a choquée parce que je lui ai dit, mais écoute, il ne fallait pas attendre Mi Baba pour lire Fanon. Alors je lui ai dit, je te passe mon Fanon, tu trouveras tes citations en français, parce que moi je ne vais pas publier quelque chose qui comprend une citation de Fanon en anglais. Surtout dans une revue francophone, ça me semble tout à fait absurde. Par ailleurs, la question du postcolonial, c'est aussi quelque chose qui est devenu présent dans les réflexions du féminisme français assez récemment. Je dirais en partie à la faveur du développement des mouvements alter anti-mondialisation, donc dans la période de la fin des années 90, et plus particulièrement suite aux émeutes urbaines, de banlieue de la fin 2005, avec le mouvement des indigènes de la République et le mouvement des femmes indigènes de la République, qui semble avoir oublié que dans le féminisme français des années 70, un peu à l'instar de façon différente de ce qui s'était fait au Québec, mais il y avait eu tout un travail par rapport aux femmes issues de l'immigration qui est complètement oblitéré. Et donc, d'une certaine façon, ce qu'on peut voir, c'est que le postcolonial, dans l'univers francophone, se présente un peu comme un mouvement d'aller-retour entre francophonie et anglophonie, qui pose autant de problèmes qu'il en résout, surtout si on se place du point de vue des relations problématiques du Québec entre francophonie et anglophonie, et qui pose aussi
dans le contexte québécois, quand même, un paradoxe de postcolonialité, si on prend le post au sérieux et dans sa temporalité, parce qu'après tout, l'espace canadien et québécois, c'est parmi les rares territoires des Amériques qui n'ont jamais vécu d'expérience de décolonisation, qui ont été, ils ont poussé à coups de pied par l'Empire en dehors de l'Empire, après tout. Mais par contre, il me semble, et là je m'inspire un peu des commentaires de Balandier dans l'ouvrage collectif publié suite à un colloque organisé par Marie-Claude Smoot, Balandier montre quand même que le postcolonial a le mérite de poser des questions de situation, de localisation, et dans cette perspective-là, il me semble que ça peut être un outil heuristique à condition de mettre beaucoup de bémols et de voir qu'il y a des nouveaux habits sous des textes beaucoup plus anciens. Je ne me suis pas rendue jusqu'au XIXe siècle, comme les deux collègues qui m'ont précédé, mais quand même, il y a des... si on regarde les textes des années 50 et 60 dans l'univers francophone, il n'y a pas seulement Nègre blanc d'Amérique. Je rappellerai que Speak White fait aussi référence justement au mouvement des droits civils aux États-Unis. Donc, je dirais que dans la mythique de la littérature québécoise sur la négritude québécoise, il n'y a pas que ce qui vient spontanément à l'esprit, c'est-à-dire les textes de Vallière. Bon, alors aujourd'hui, je vais aborder très rapidement, évidemment, on n'a pas beaucoup de temps, trois questions. D'abord, un peu la question de la diversité des subalternes. Deuxièmement, la question des apports possibles du postcolonial au féminisme et des apports possibles du féminisme à l'analyse de la postcolonialité. Ce qui va me permettre d'esquisser quelques pistes théoriques pour la conclusion. Bon, évidemment, on peut trouver dans un des buzzwords de la question de la postcolonialité, c'est la question des subalternes, qui a une origine qui n'est pas particulièrement postcoloniale. C'est dans le langage codé de Gramsci qui, pour faire sortir ses écrits de prison, au lieu de parler d'exploiter ou d'opprimer, parle de subalterne, qui est un terme plus vague et qui lui permet de passer à côté de la censure. Donc, au lieu de parler de domination, il parle d'hégémonie, et l'hégémonie produit des subalternes. Bon. Mais ces subalternes, ils sont de plusieurs types, parce que dans nos sociétés, et dans celle de l'époque de Gramsci de toute façon, coexistaient plusieurs grands systèmes de domination qui sont à la fois imbriqués et à dynamique contradictoire, et qui peuvent être considérés comme des systèmes sociaux globaux. Le capitalisme, le racisme, le sexisme sont parmi les grands systèmes de domination qui organisent les rapports sociaux, entendus au sens global et pas au sens global à la fois à l'échelle planétaire, évidemment en les modulant différemment selon les diverses localisations, mais aussi au sens global en termes que ça représente des totalités sociales, c'est-à-dire que le racisme n'organise pas uniquement les rapports interraciaux, le sexisme n'organise pas uniquement les rapports familiaux, et le capitalisme, on le voit à l'ère néolibérale, n'organise pas que l'économie. Donc c'est des systèmes qui sont à la fois politiques, économiques, sociaux, idéologiques, culturels. Bon, les trois. Bon. Ils ont des dynamiques imbriquées dans la mesure où ils sont capables de se nourrir mutuellement. Ils ont des dynamiques partiellement contradictoires. Le capitalisme a des dynamiques d'individuation, ne serait-ce que par l'individuation du rapport au travail, qui
cadre mal avec la persistance de structures familiales hétérosexistes fondées sur l'infériorisation des femmes et également des enfants. Le statut de femme étant un statut plus permanent que le statut des enfants. Bon. Même si de nos jours, ça peut être un statut moins permanent du fait de la possibilité de changer de genre. Ces systèmes-là ont aussi des mécanismes communs qui produisent donc à la fois de l'hégémonique et du subalterne. Les principaux mécanismes, c'est, on en a parlé abondamment dans ce colloque, le mécanisme de l'altérisation, c'est-à-dire qu'il y a une identité sûre d'elle, d'une certaine façon, et un autre qui est sommé de se définir en fonction du référent. C'est un processus qui est décrit par toutes les personnes qui se sont intéressées au racisme. Les autrement colorés que blancs ont à se définir, et les blancs n'ont pas à se définir, ils sont une certitude de quelque chose qui va de soi. Je rappellerai que toute l'introduction de Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe est centrée sur la problématique de l'un et de l'autre et le processus d'altérisation en ce qui concerne les femmes, en faisant énormément de parallèles entre les processus d'altérisation des femmes et les processus d'altérisation raciale, parce que dès cette époque-là, elle s'intéresse aux affaires de décolonisation. Et donc ça c'est le premier truc où on le voit aussi par exemple ultérieurement dans les études de Colette Guillaumin qui montre comment le processus d'altérisation, donc constitution du soi et de l'autre, qui est toujours un processus simultané, est un processus à l'œuvre autant dans le sexisme que le racisme, dans son livre un peu historique sur le racisme. Le deuxième mécanisme de constitution des hégémoniques et des subalternes, c'est le mécanisme de la naturalisation. Il y aurait des êtres culturels, les hommes blancs occidentaux, et puis il y aurait tous les autres qui sont des naturels, avec des qualités naturelles, spontanées, tout ça. La naturalisation, évidemment, a comme fonction de pérenniser des statuts. Si ça relève de la nature, malgré que la culture occidentale ait un rapport que la nature peut être harnachée, dominée, modifiée, instrumentalisée, pourtant lorsqu'il s'agit des êtres naturalisés, la nature est un fait auquel on ne peut échapper. Ça devient une condition un peu inhérente à la personne et le processus de naturalisation fonctionne pour empêcher toute problématisation en termes politiques, sociaux, toute problématisation qui rend possible un changement de situation. Troisième élément dans ce mécanisme-là, c'est le mécanisme de hiérarchisation. Hiérarchisation à partir d'oppositions binaires où on peut voir un tas de couples plus ou moins dichotomiques où un côté appartient aux valorisés et l'autre côté de la dichotomie appartient aux dévalorisés ou subalternes. Bon. Alors, ces mécanismes-là produisent donc une diversité de subalternes, mais la conséquence n'en est pas nécessairement une solidarité des subalternes. Et c'est ce qui pose la question des tensions entre, disons, la pensée féministe et la pensée postcoloniale. Alors je vais voir les intérêts mutuels des féministes et des défenseurs de la postcolonialité, un peu au-delà de la formulation manifeste du titre que j'ai donné à cette communication, c'est-à-dire un peu essayer de voir l'apport que pourrait revêtir l'imbrication des deux types de préoccupations. Il y aurait, en ce qui concerne les apports du postcolonial au féminisme, il faudrait quand même rompre avec l'idée que
que le féminisme ait été une création occidentale et un mouvement composé uniquement de femmes blanches de classe moyenne et disposant d'un fort niveau de scolarisation. Je pense qu'on peut dire ça d'une grande partie du corps professoral des Women's Studies dans les universités du monde anglo-saxon et des endroits où c'est institutionnalisé dans le monde francophone. Mais les Women's Studies ne sont, et le corps professoral des Women's Studies des universités n'est pas le féminisme, heureusement pour le féminisme d'ailleurs. Bon. Même si je participe un peu à la chose, il faut un peu s'autoflageller de temps en temps et arrêter d'avoir une compréhension de soi comme totalité. Je dirais que d'une certaine façon, la question de localisation différente des femmes dans le social s'est posée très tôt dans le mouvement féministe, ne serait-ce que par le retour du principe réalité, même si elle a été longtemps escamotée dans la théorisation qui voulait absolument trouver une racine commune à l'oppression des femmes, et qui a été escamotée à partir de l'idée de la sororité. Mais je veux dire, dès le début des mouvements féministes dans le monde occidental, au début des années 70, on trouve des textes de black féministes, on trouve des textes de lesbiennes, on trouve un peu plus tardivement aux États-Unis des textes de femmes issues des milieux hispanophones, mais on retrouve aussi un peu plus tardivement des textes de femmes issues des diasporas indiennes dans les diverses parties du monde anglophone, mais c'est quelque chose qui est quand même présent et qui dit que les femmes sont toutes opprimées, mais d'une certaine façon, elles ne sont pas nécessairement toutes opprimées de la même manière, et que il y a des localisations différentes dont il faut prendre acte, ne serait-ce que pour agir ensemble. Ce qui se passe à partir, je dirais, du milieu des années 80 dans les milieux anglophones et dans le cas, dans les milieux francophones plutôt un peu plus tard, plutôt je dirais vers les années 90, c'est que c'est la prise de conscience que la libération des unes ne saurait se faire au prix d'un plus grand assujettissement des autres. C'est-à-dire que, effectivement, les luttes féministes, heureusement, ont produit des effets dans le social. Et la situation des femmes aujourd'hui, si je prends l'exemple du Québec que je connais mieux, n'est pas exactement la même, heureusement, que la situation des femmes dans les années 1960. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu des transformations qui sont le produit des luttes féministes, et des transformations qui ont changé les opportunités qui s'ouvraient à certaines, mais évidemment sans oblitérer le fait que dans la course aux opportunités de l'égalité sexuée, toutes ne partaient pas avec des chances égales, et donc ça a produit des effets différents, et que aujourd'hui, ce dont on peut se rendre compte, c'est que quand même une partie de l'émancipation de certaines femmes par rapport aux emplois subalternes, par rapport aux charges familiales, se fait par l'asservissement ou le sous-contractage de certaines de ces tâches-là à des femmes qui appartiennent à des catégories sociales moins bien positionnées, mais à d'autres femmes. Je veux dire, le soin aux enfants, aux malades, ne relève plus de toutes les femmes, mais il relève encore majoritairement des femmes. Bon. De ce point de vue-là, je pense qu'il faut voir des apports importants du black feminism, du féminisme chicana, des femmes afrodescendantes des Amériques et des Caraïbes ou des femmes autochtones, en ce qui concerne la réflexion autour de l'intrication
du sexisme et du racisme comme système de domination. Et évidemment, ça pose une question fondamentale qui est la question de se poser la question de sa propre place. Et c'est une question qui est inconfortable quand on se définit fondamentalement comme appartenant à un groupe dominé. Parce que si moi, comme femme, je me définis comme appartenant à un groupe dominé par le sexisme, c'est évident que me questionner comme femme blanche dans le système de domination raciale, j'ai un moins beau rôle, évidemment, puisque je suis blanche. J'ai un moins beau rôle si je me questionne comme universitaire par rapport à une femme qui travaille comme caissière au supermarché. Donc, c'est évident que cette prise de conscience génère un malaise qui n'est pas qu'un malaise identitaire, qui rappelle les ambivalences de nos postures dans les rapports sociaux et qui ne sont pas très faciles à gérer. Bon. Par ailleurs, je pense que si on peut voir les apports du postcolonial dans la réflexion féministe, il faudrait voir les apports qui sont, je dirais, d'ordre plus potentiel du féminisme à l'analyse de la postcolonialité. Bon, d'abord, il faut faire éclater le mythe de l'homogénéité des sociétés colonisées qui explique qui a été utilisé au bénéfice très inégalement réparti des processus de décolonisation ou de post-colonisation. Il me semble que les sociétés colonisées, comme ça c'est bon, l'idée d'amalgamer les subalternes d'une certaine façon dans un tout homogène, c'est quelque chose qui a été utilisé à la fois par les élites coloniales et par les élites issues des situations colonisées, et ça s'est perpétué d'une certaine façon après les mouvements de décolonisation. Je pense que ce que le féminisme permet de faire dans les réflexions postcoloniales, c'est de mettre en lumière l'existence de mouvements pratiques de résistance des femmes en lien, mais pas tout à fait réductibles, au mouvement de décolonisation, que ce soit antérieurement à l'apparition de ces mouvements de décolonisation, dans les luttes de libération nationale. Nous pensons par exemple qu'à l'Algérie, mais aussi au Sénégal, en Afrique du Sud. Il y avait des mouvements féministes qui étaient partie prenante du processus, et aussi dans les nouveaux États. C'est pas l'ONU qui a créé le féminisme du Sud, quand même. C'est pas les conférences internationales de l'ONU, ni les ONG du Nord, ni les programmes de l'ACDI ou de USAID qui ont fait du WID à partir de la dernière moitié des années 70. Ça permet aussi de questionner ce que j'appellerais la matrice viriliste du discours anticolonial, c'est-à-dire la matrice de la virilisation de l'homme colonisé qui est ramené à un statut féminisé par le processus colonial. Bon, je l'ai analysé dans le cas québécois. Il me semble que c'est... Bon, moi, j'avais intitulé ça, ça m'a fait rigoler quand j'ai entendu M. Ouellette ce matin, parce que moi, j'avais écrit un article fin des années 90 pour expliquer le discours nationaliste québécois qui s'appelait la posture du fils. Donc, le retrouver dans un autre contexte m'a fait sourire. Mais de fait, dans le discours anticolonialiste, il y a l'idée de l'homme châtré ou l'homme à genoux, l'homme humilié d'une certaine façon, l'homme en posture féminine, qui soudainement, par le mouvement de décolonisation, deviendra un vrai homme dominant, debout, évidemment en érection, et c'est ce que j'appelle la matrice viriliste du discours anticolonial. Ça remet aussi en question le féminisme réinjecté dans la postcolonialité, les idées d'authenticité et de modernisation.
où les femmes seraient supposées... Bon, ça c'est un phénomène qui est très bien analysé dans un livre d'une philosophe d'origine indienne qui travaille aux États-Unis, Uma Narayan, un livre que moi, en tout cas, j'aime beaucoup, qui s'appelle Dislocating Cultures. Et dans ce bouquin, elle montre comment, d'une certaine façon, la modernisation des femmes fait beaucoup plus peur que la modernisation des hommes, comment les femmes sont censées être les gardiennes de la tradition à toutes les étapes du processus postcolonial, d'une certaine façon, et comment la famille, dans sa structure patriarcale, est utilisée pour garantir cette espèce d'authenticité du groupe qui se définit comme colonisé, peu importe le statut politique du groupe en question. Donc là, il y a un travail de détricotage qui montre aussi que les mouvements féministes postcoloniaux, après tout, ils émergent effectivement des rapports sexistes tout à fait repérables dans les sociétés dites coloniales et qui ont été souvent d'ailleurs utilisés à leur profit par les colonisateurs pour accroître leur emprise sur les sociétés qui voulaient dominer. Bon. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion provisoire? Je dirais que l'idée fondamentale, c'est qu'il faut construire des solidarités, lutter contre les dominations, c'est-à-dire que les solidarités sont nécessairement construites. Les solidarités ne viennent pas d'une communauté de situation, d'une identité préalable, mais elles viennent essentiellement d'une politisation des enjeux. Et donc, il y a un travail à faire sur les diverses dimensions des enjeux pour pouvoir les politiser et pour pouvoir développer des approches inclusives. Bon, en même temps, ces solidarités sont nécessaires parce que, étant donné l'imbrication des systèmes de domination, je ne pense pas qu'on puisse s'émanciper véritablement d'une structure de domination si on ne questionne pas l'ensemble des structures de domination. Et parce que l'effet que ça aura, c'est de reproduire au sein des logiques d'émancipation, de nouvelles logiques et de nouvelles formes de domination. Okay. Et finalement, on peut répondre à Gayatri Spivak que oui, les subalternes peuvent parler, mais qu'ils ne parleront jamais d'une seule voix, que les subalternes, comme les autres, auront une voix plurielle, et que c'est dans le processus d'altération, le mouvement, le déplacement de ces voix plurielles de subalternes que pourra se construire éventuellement un monde inclusif où la liberté et l'égalité ne seront pas que pour certains, mais pour tout le monde. Je vous remercie.